Alors, nous recevons aujourd'hui Claude Maillot, médecin généraliste, ancien médecin légiste et spécialiste de la faune marine tropicale dangereuse. Claude Maillot, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir accepté notre invitation sur merci à NC vous. News. Alors, nous vous avons invité un peu dans le cadre de cette gestion de la crise requin qui refait surface après presque 2 années finalement sans tellement de morsures et attaques, en tout cas d'attaques mortelles. Alors tout d'abord, je voulais juste vous poser une question sur vous. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser aux requins et aux attaques? C'est une longue histoire. En fait, il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai vécu à La Réunion et je m'y suis intéressé en assistant mon confrère et néanmoins ami Géry Van Greveling, qui était à l'époque le principal requinologue de l'île de La Réunion. C'était à l'époque où il commençait à relever une série d'attaques de requins, mais c'était avant la crise requin telle qu'on la connaît à La Réunion, mais il y avait déjà pas mal d'attaques et voilà, c'est dans son sillage que je me suis engouffré là-dedans. Et ensuite, je suis allé en Polynésie. Là, je me suis aperçu qu'on n'avait absolument pas de données. Donc ben voilà, j'ai fait mon premier papier sur les attaques de requins en Polynésie parce qu'il fallait sortir quelque chose. Il n'y avait rien qui avait été fait depuis les années 70. Et bien entendu, en arrivant ici, je me suis aperçu que la problématique était hélas d'actualité, donc j'ai persévéré. Et c'est là où vous avez aussi rencontré Philippe Tirard Absolument. et vous avez un peu fait équipe pour essayer de Oui, détailler toutes ces absolument. attaques. Et vous êtes Alors, notamment à l'origine d'articles scientifiques sur ces attaques de requins. oui, alors j'ai publié plusieurs articles avec Philippe qui avait de l'avance sur moi, puisqu'il était arrivé en Nouvelle-Calédonie longtemps avant moi et qu'il avait déjà commencé à faire une base de données. Assez rapidement, on a joint nos efforts et donc notre objectif actuel est de continuer à abonder une base de données qui répertorie chaque attaque de requin en Nouvelle-Calédonie, qui essaie d'identifier l'espèce en cause et qui essaie de faire le point sur les circonstances. Et effectivement, on a sorti récemment, l'année dernière, un papier qui fait le point de nos recherches. Et justement, alors le fond de ce papier, c'est de dire qu'il y a quand même vraiment une augmentation des attaques depuis une dizaine d'années. Depuis le début de ce siècle, le chiffre clé, le seul qui soit parlant sur le plan statistique, hein, sachant qu'on en est aujourd'hui, on en est à 75 attaques dans 16 mortels. Alors ça, c'est le premier chiffre. En valeur absolue, c'est un chiffre qui est important. Surtout si on le rapporte à la population calédonienne, qui n'est pas très élevée, et qui place la Nouvelle-Calédonie parmi Principaux les pays. principaux pays où ont lieu des attaques de requins. Et donc le chiffre clé, c'est que si on compare les 20 dernières années du XXe siècle avec les 20 premières années du XXIe, on a un doublement du nombre d'attaques en Nouvelle-Calédonie. Une autre constatation, mais là les chiffres ne sont pas parlants, c'est qu'on est passé d'une typologie d'attaque au XXe siècle qui nous rapproche un petit peu de celle de la Polynésie, c'est-à-dire beaucoup d'attaques sur des chasseurs sous-marins, principalement des attaques sur des chasseurs sous-marins, à, depuis le début de ce siècle, des attaques qui concernent toutes sortes d'usagers du milieu marin, en particulier des nageurs, mais également des pratiquants des sports de glisse. Alors, est-ce que c'est un phénomène isolé ou finalement un phénomène quand même mondial, partagé? Est-ce qu'on voit les requins se rapprocher? Comment est-ce qu'on peut expliquer cela? Alors, on peut constater, donc au niveau mondial, on assiste à une augmentation du nombre d'attaques de requins. Les explications manquent. Alors, la première qui est avancée de façon récurrente, c'est oui, ça serait lié à l'augmentation du nombre de personnes dans l'eau, à l'augmentation de la population mondiale. L'augmentation de la population mondiale ou l'augmentation de la population d'un pays, ça ne veut pas forcément dire qu'il y ait à avoir tant de personnes dans l'eau. À ma connaissance, cette hypothèse elle a été démontrée une seule fois, à une toute petite échelle, sur une plage des États-Unis, où ils ont montré, parce qu'ils avaient pu avoir les chiffres, qu'il y avait une augmentation du nombre de baigneurs et une augmentation du nombre d'attaques, avec, bien entendu, une corrélation. Mais si on n'arrive pas forcément à le corréler, Ben, déjà, il faut savoir le nombre de baigneurs qu'on a, le nombre de personnes qui utilisent qui tout font à des fait, activités tout à fait. nautiques. Ce qui supposerait des enquêtes sociologiques que Philippe et moi n'avons ni les outils, ni les compétences, ni le temps de faire, et qui seraient nécessaires pour voir si oui ou non, il y a ou il n'y a pas une augmentation du nombre d'usagers du milieu marin.
Globalement, on manque de chiffres aussi. Globalement, on On ne manque sait de pas quel chiffres. est le bassin de requins. On manque de chiffres surtout. On n'a aucune idée de la population de requins. On n'a pas de point de comparaison, c'est-à-dire qu'on n'a pas non plus des chiffres qui datent d'il y a une vingtaine d'années ou d'une trentaine d'années. On a des observations. Alors, j'ai croisé hier un représentant des pêcheurs professionnels. J'ai croisé tout à l'heure un plongeur professionnel. Et ce qui se dit par les gens qui sont au contact du milieu marin, c'est que oui, on voit de plus en plus aux abords des côtes, en particulier de Nouméa, des requins tigres, des requins bulldogs. Moi, c'est quelque chose que je vais avoir tendance à prendre en compte parce que ce sont des gens sérieux qui me l'ont affirmé. Et Et puis ça puis se que c'est recoupe. recoupé avec d'autres observations, par exemple par des représentants des chasseurs sous-marins. Mais ça serait quand même plus confortable si on pouvait avoir des données scientifiques pour valider tout ça. Évidemment. Alors, on va pas reparler des dernières attaques qui sont encore sous le sceau du secret, hein, on De va dire, l'instruction, oui. d'instruction. Il y a une En enquête en revanche, cours. comment expliquer finalement ce retour des attaques après plus d'une année d'accalmie, hein, la dernière remontée, il me semble, en avril 2021. Oui, Donc on criait presque hurrah, ça va. Et oui. puis finalement, Al- patatras, là, début janvier, Alors, la crise requin reprend. personnellement, j'y vois simplement une illustration de la loi des séries, hein. Dans notre série, on a quelques années sans attaque. Elles ne sont pas très nombreuses, mais il y en a. C'est pas Euh, linéaire finalement, mais c'est pas 2 années, Non, 2 non, attaques non, par non, 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 an. non. Donc effectivement, ça peut paraître un petit peu surprenant, mais quand on voit ce qui malheureusement s'est passé depuis le début de l'année, on a l'impression que grosso modo, on est toujours sur la même trajectoire qui est celle d'une augmentation. Est-ce que on peut comparer ce qui se passe ici à la situation de la Réunion? On a Oui. eu par exemple un chercheur, François Taglioni, qui est en train de faire une étude sur les attaques de squales en Calédonie. Il dit qu'il y a un avant et un après 2007. Est-ce que vous confirmez, vous? Moi, j'ai pas les mêmes dates que ce monsieur qui, au demeurant, est un chercheur en sciences humaines. Donc, dans les compétences en matière d'attaque de squale me laisse un peu perplexe, avec tout le respect que j'ai pour lui. Euh, Mais en tout on cas, retourne, ouais, en fait, je reviens à ce que je dis tout à l'heure. Pour moi, je mets la barre au début du siècle, et puis il y a une deuxième barre, c'est peut-être pas l'année 2007, mais en tout cas, ça fait 10 ans qu'il y a des attaques à Nouméa. Alors, ça c'est nouveau quand même. c'est nouveau. Bien entendu, ça a plus d'écho que les attaques qui ont lieu dans les endroits plus isolés. Est-ce qu'il y a un Une cause? parallèle à établir? Oui, parce que dans les deux cas, il y a eu une situation de pré-crise et une situation de crise. C'est-à-dire que la crise requin telle qu'elle a été connue à La Réunion, elle a été précédée, comme je disais tout à l'heure, d'un grand nombre d'années où on recensait des attaques de requins de façon régulière, et puis tout d'un coup, on a Ça a eu explosé. une augmentation brutale, avec beaucoup plus de victimes, beaucoup plus de décès. Ici maintenant, Est-ce qu'on en est là, nous, je, sur cette bon, hausse? écoutez, J'espère que non. vous savez, les attaques de requins, c'est quand même très très particulier, hein. Bon an, mal an, on en a, allez, on en est à 75, mais regardez les mauvaises années en termes de décès routiers, on en est une soixantaine de personnes. Il y a des choses dans les attaques de requins qui échappent à la logique, et en particulier le retentissement que ça a dans l'imaginaire collectif, ça tient aux particularités du fait. Est-ce que on peut, enfin, on dit toujours qu'il y a des précautions à prendre, mais est-ce que ça suffit finalement de ne pas se baigner le Non. matin, le soir, ne pas se baigner seul? Et on voit qu'en Calédonie, finalement, cette Non. règle ne suffit pas toujours à être préservée. Alors ces règles, il est bon de les rappeler, donc ne pas se baigner à l'aube, ne pas se baigner au crépuscule, ne pas se baigner seul, ne pas se baigner dans une eau trouble, ne pas se baigner après de fortes pluies. Il faut toujours les respecter parce que dans 25% des cas de notre série, ces règles qui, d'une façon générale, se retrouvent au niveau mondial dans la plupart des séries, ici, ne représentent qu'une minorité d'attaques. Euh, il y a beaucoup d'attaques qui ont lieu en plein jour. La majorité d'attaques, elles ont lieu en plein jour, avec un soleil haut, avec une bonne visibilité. Donc c'est ce qui distingue un petit peu la typologie des attaques calédoniennes. Alors avant
j'aurais tendance à avancer que c'était oui, mais c'est parce qu'on a beaucoup de chasseurs sous-marins, donc c'est en milieu de journée. Mais maintenant qu'on a eu des attaques de baigneurs et de pratiquants des sports de glisse en plein milieu de journée, c'est qu'il y a autre chose. Il y a une typologie qui est particulière en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que se baigner près du bord, ça suffit à Mais pas se du tout. préserver? Pas du tout. Ça ne suffit pas à se préserver, se baigner près du bord parce que, alors c'est pareil, ce sont des statistiques au niveau mondial. La grande majorité des attaques de baigneurs ont lieu dans très peu d'eau, très proche du rivage. Les requins, ils n'ont pas besoin de beaucoup de fond pour manœuvrer. On a eu de dramatiques exemples ici de gens qui se sont fait attaquer dans moins de 3 mètres d'eau, voire moins d'1,50 mètre. Donc voilà. Ça va à l'encontre de ce qu'on dit souvent, n'allez pas vous baigner seul au large. Bah non, c'est pas suffisant. Si malheureusement dans une zone où vous baignez, il y a des requins potentiellement dangereux, eh bien vous êtes à ce moment-là potentiellement en danger. Alors, parlons un peu solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a plusieurs solutions qui ont été évoquées. Qu'est-ce que vous pensez, vous, par exemple, de la solution des filets anti-requins? Est-ce que c'est une solution envisageable et Tout à fait. Alors, pérenne? je vais y venir. Si vous voulez, on va, si vous me donnez le temps, je vais commencer par les solutions individuelles, parce qu'on vient de les aborder en matière de prévention individuelle, donc toujours rester sur éviter les situations à risque. Bien entendu, ça veut dire aussi écouter attentivement ce que nous disent les pouvoirs publics. C'est-à-dire, quand il y a une interdiction de baignade, il faut la respecter. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Vous avez aussi, je voulais dire un petit mot des dispositifs individuels de protection. Là, on parle plutôt des bracelets, Oui. ce qu'on appelle les bracelets anti-requins. Tout à fait. Il y en a plusieurs Alors, types. pour vous dire que, grosso modo, il y en a 2 types. Vous avez ceux qui utilisent des champs magnétiques et vous avez ceux qui utilisent des champs électriques. Alors, il ne faut surtout pas les mélanger et faire une approximation, sinon ça n'a pas de sens. Il ne faut pas les amalgamer. Les dispositifs magnétiques n'ont fait la preuve d'aucune efficacité. Ils se présentent généralement sous forme de bracelets. Vous pouvez les utiliser. Effectivement, ça n'a pas plus de valeur protectrice qu'un gris-gris. Les dispositifs qui génèrent des champs électriques sont des dispositifs beaucoup plus embarrassants. Ils comportent une batterie et ils comportent quelque chose qui ressemble à une antenne, qui porte des électrodes et qui produisent un champ électrique. Certains de ces dispositifs sont crédités d'une certaine efficacité. Il n'y a pas d'efficacité à 100%, mais les dispositifs les plus volumineux, c'est-à-dire ceux qui se présentent comme un boîtier avec une antenne qu'on peut fixer par exemple à la cheville, sont assez efficaces. De même, les grands modèles qui sont destinés à être fixés sur les grandes planches de surf sont efficaces. Les modèles plus petits sont à oublier parce qu'ils ont une efficacité qui est beaucoup plus incertaine, mais il faut être assez prudent parce que, bien entendu, il n'y a pas un dispositif qui remplacera de la prudence. Quand un chasseur sous-marin qui a piqué un poisson voit un requin dangereux approcher, il faut qu'il sorte de l'eau. C'est le bon sens, me direz-vous. Moi, j'étais chasseur sous-marin pendant quelques années. Le bon sens, quand vous êtes en action de chasse, parfois, vous pouvez l'oublier. Donc, c'est pour ça que je voulais redire les choses. Est-ce qu'il faut lui laisser le poisson ou essayer de le remonter avec soi? Tout se négocie, ça dépend de l'espèce, ça dépend de la forme du chasseur, ça dépend essentiellement de l'espèce de requin. La connaissance que le chasseur a du requin, un tas de facteurs. Tout peut se négocier. Les dispositifs collectifs. Alors là, vous avez bien entendu, en reprenant l'histoire, vous avez les filets anti-requins, qui sont des dispositifs qui sont destinés à isoler en général un plan de baignade, avec un filet qui au départ est destiné à attraper les requins. On s'est aperçu que c'était absolument calamiteux. D'abord, nocif pour l'environnement. Voilà. D'abord, ce n'est pas d'une efficacité certaine. Par exemple, à La Réunion, puisqu'on aime l'exemple de La Réunion, il y a eu une attaque à travers un filet qui avait été endommagé en 2016, si je me souviens bien. Et puis, un petit peu partout, il y a eu quand même
des hiatus dans ce type de dispositif. Donc, ce n'est pas une efficacité certaine, et par contre, c'est un dommage certain pour l'environnement parce qu'il y a des captures accessoires. Revenons à La Réunion. À La Réunion, ils en sont toujours là. Hein. Ils ont des filets souples qui sortent de l'eau quand il y a grosse mer, c'est-à-dire un jour sur 3 à peu près, statistiquement, et un jour sur 3, vous n'avez pas le droit d'aller dans l'eau. Ils ont quand même mis en place une surveillance physique avec des motos des mers, je crois. Oui, non, mais là, ça, c'est des trucs qui sont montés en épingle, mais en fait, ça, c'est pour les compétitions de surf. Hein. C'est pas pour tous les jours. Pas pour tous les jours. Sinon, sur les plages, vous avez comment dire, des maîtres nageurs sauveteurs qui sont là dans leur fauteuil sur le bord de la plage. Ils ont même pas une tour d'observation. Donc, non. La surveillance visuelle, c'est un concept. Hein. La surveillance visuelle, j'ai relu un papier très intéressant de synthèse il y a quelques jours. Ça suppose d'avoir une tour en théorie de 40 mètres. De hauteur, oui, quand même. De hauteur, hein. Ça suppose d'avoir idéalement une profondeur d'eau de moins de 3 mètres ou pas beaucoup plus. Et bien entendu, il peut avoir le soleil en face. Ouais, donc ça fait beaucoup de facteurs conjugués beaucoup de facteurs. à voir. Mais après, les surveillances visuelles, je vais y revenir avec un autre abord. Alors, j'ai entendu parler, parce qu'il semblerait que ce soit dans les cartons, donc les fils anti-requins. Tous ceux qui en ont posé sont bien embêtés et cherchent plutôt comment s'en défaire. Il y a aussi un autre projet de barrière magnétique aussi. Oui, je vais y venir. Alors, il y a ces dispositifs, les filets, demandent beaucoup d'entretien aussi. C'est un coût énorme. Il ne s'agit pas de le fabriquer, de le placer. Il faut l'entretenir. Il faut éviter qu'il coule, il faut éviter qu'il soit endommagé et pas efficace. Quand il y a grosse mer, il faut le sortir de l'eau, il faut le ravauder après si on l'a laissé dans l'eau. Vous avez les dispositifs, les barrières rigides. Alors j'en parle parce qu'il semblerait qu'il y ait un projet dans les cartons pour équiper une plage de Nouméa d'une barrière rigide qui aurait comme distinguo avec un filet que les mailles rigides seraient censées générer moins de captures accessoires. J'en ai pas trouvé la démonstration, mais il faut l'espérer parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose pour sécuriser quelques plans d'eau. Ça paraît une solution parmi les moins mauvaises. Vous avez les dispositifs magnétiques. Alors, il en a été fait la promotion il y a quelques mois, ici. Et puis, on n'en a plus trop entendu parler. Non. Alors, je viens de refaire la biblio là-dessus. Non, c'est pas encore au point du tout. Ça se présente sous forme de tubes, de rangées de tubes verticaux reliés entre eux avec des dispositifs soit magnétiques, soit dans les dernières versions avec une partie qui est électromagnétique. Et la partie électromagnétique étant plus puissante, semble nettement moins inefficace que les dispositifs magnétiques simples, mais c'est absolument pas au point. Donc pour l'instant, on l'oublie. Et vous avez les dispositifs électriques. Alors il y a un dispositif électrique qui, moi, me paraît intéressant, mais franchement, là, en termes de dispositifs, chacun de nous va avoir une préférence pour tel ou tel dispositif, mais qui ne sera pas fondée sur des raisons scientifiques, hein, parce que des raisons scientifiques, on n'en a pas beaucoup. Donc il y a un dispositif électrique qui est dérivé des dispositifs répulsifs individuels, qui se présentent sous forme de flotteurs, et de chaque flotteur, des rangées de flotteurs, de chaque flotteur pend une ligne électrifiée, avec un voltage, un ampérage adapté aux requins, et donc non nocif en particulier pour l'humain. Et on pourrait, de la même façon, délimiter des espaces réservés aux baigneurs. Avantage, pas d'impact, mis à part sur les pressions cartilagineux qui sont exclus. Faciliter l'entretien, parce que c'est beaucoup plus facile à ramener au bord quand il y a un coup d'ouest. Et gros inconvénient, la certitude. C'est-à-dire qu'à ma connaissance, il y a eu un projet pionnier en République sud-africaine, et si on utilisait ça, il faudrait quand même le tester avant d'ouvrir un espace au public. Je crois qu'en termes de dispositifs collectifs, on a fait à peu près le tour. Ah ben non. Reste la surveillance rapprochée, finalement. Alors, la surveillance visuelle. Aujourd'hui, on entend parler de drones, oui, on entend parler de drones artificielle. Donc, il y a deux façons de concevoir le drone. Il y a la façon actuelle, c'est on le fait décoller quand il y a une alerte. Ça me laisse un peu sur ma faim, sachant que dans certaines collectivités australiennes en particulier, je crois avoir entendu parler de Manly, il y a une surveillance qui est déjà appliquée, qui est déjà reconnue comme efficace,
mais ce sont des drones qui patrouillent en permanence avec un circuit préétabli, couplé avec une intelligence artificielle qui reconnaît les formes de requins, qui envoie des signaux d'alerte, et c'est à ce moment-là qu'on envoie les jet skis dès que le bestiau est repéré comme entrant dans une zone surveillée. Inconvénient, ça coûte de l'argent, puis ça demande des compétences spécifiques pour mettre en place le système et pour l'entretenir. Avantage, à mon avis, pour nous, c'est qu'on a une clarté de l'eau qui est bien supérieure aux eaux australiennes dans lesquelles sont implantés le plus souvent ces dispositifs. Donc on peut probablement espérer une efficacité au moins égale, si ce n'est probablement supérieure. Oui, ça implique un temps de réaction quand même. Ça implique un temps de réaction, mais voilà, après vous mettez les bords où vous voulez. Une attaque de requin, c'est pas un requin qui entre dans une zone et qui va immédiatement s'attaquer à un baigneur. Ça peut être le cas, mais la plupart du temps, quand même, le requin, il prend le temps d'une approche, on ne le voit pas, mais lui nous voit, il nous repère, et il lance l'attaque s'il le décide. Oui. Il n'arrive pas forcément à voir à 500 mètres et se dire, hop, je fonce direct sur ma proie. Non. Ça ne fonctionne pas comme ça, un requin, de manière générale. Enfin, pour parler des espèces dangereuses pour l'homme. Ce sont des choix qui sont très compliqués à faire. Les données scientifiques sont assez fragmentaires. Ouais. Et la solution de la pêche, parce que là, en général, dès qu'il y a une attaque, on pêche, on abat. Et les remises en question au niveau mondial, hein, les voies scientifiques sont très nombreuses à s'élever pour remettre son principe en question parce qu'on n'en mesure pas les impacts écologiques. Hein. On prend souvent, pour exemple, la Réunion. Il y a eu, je crois, 700 requins abattus. Oui, c'est absolument colossal. Mais on ne sait pas si c'est ça qui a fonctionné aujourd'hui et qui fait qu'il y a moins d'attaques. Voilà, les promoteurs de ce type de méthode prennent cet exemple en disant ça fonctionne. Oui. Alors, il y a un bémol, c'est que je pense qu'il est probablement plus facile d'épuiser la population de requins sur une île isolée au milieu de l'océan Indien que sur une zone déterminée d'un lagon immense, avec des populations de requins qui sont susceptibles d'échanges rapides. Et donc, on peut supposer que le renouvellement des requins capturés puisse être beaucoup plus facile qu'à La Réunion. Ceci dit, même si cette solution est déplaisante, je vois difficilement, dans l'état actuel des choses, comment il pourrait en être fait l'épargne à l'heure actuelle, au moins pour passer un cap. Maintenant, baser une prévention collective sur du tout abattage me paraît pour le moins une perspective discutable. Alors, une dernière question. Vous estimez en tout cas qu'il y a nécessité d'engager des moyens qui sont plus étoffés sur la gestion du problème. Il faut faire quelque chose quand même pour essayer de... Je pense qu'il faudrait faire quelque chose. Il faut évidemment jouer sur deux tableaux à la fois, c'est-à-dire immédiatement des éléments de réponse au danger immédiat. Et sur le moyen terme, se donner des éléments de réflexion. Il faut comprendre pourquoi est-ce que les tigres et les bulldogs sont aussi nombreux dans les eaux de Nouméa, sous réserve de la validité des constatations empiriques qui ont été faites. Qu'est-ce qui les maintient? Est-ce qu'il y a un habitat qui leur convient? Si cet habitat leur convient, pourquoi? Pour ça, faut qu'il y ait quelqu'un qui s'en occupe de faire des études là-dessus. Absolument, il faut qu'il y ait une volonté politique. À La Réunion, il y a d'ailleurs un comité global de gestion du risque requin. Oui, tout à fait. Est-ce que ce n'est pas aussi une idée de faire quelque chose comme ça ici ça serait, à mon avis, une excellente idée. Très bien. Merci beaucoup, Dr Maillot, pour toutes ces précisions. Et puis à très bientôt sur nos ondes.